Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Voix Ouf, l'émission consacrée au doublage français. C'est parti, générique. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, nous abordons une question brûlante. Le doublage est-il en danger face à l'essor de l'intelligence artificielle ? Dans un monde où les technologies envahissent de plus en plus nos vies, une question se pose avec insistance. L'intelligence artificielle est-elle en passe de remplacer l'humain dans des domaines où la créativité et l'émotion sont au cœur du processus ? Le doublage, un art à part entière, est-il lui aussi voué à disparaître avec l'essor de l'IA ? Le doublage français, reconnu dans le monde entier pour sa richesse, pour sa finesse, a toujours su capturer l'essence même des personnages, donner une nouvelle dimension aux œuvres étrangères et offrir au public une expérience inédite. Les voix françaises, empreintes d'histoire, de culture et de sensibilité, sont loin d'être de simples outils de traduction et d'adaptation. Elles incarnent une émotion, une personnalité, une singularité que seul l'humain peut apporter. Les comédiens et les comédiennes ne sont pas seulement des interprètes, ce sont des artisans du son, des artistes capables de fusionner leur voix avec celle d'un personnage pour en faire un tout cohérent, vivant, vibrant, le tout grâce à nos formidables auteurs, autrices, adaptateurs, adaptatrices et tous les métiers liés au doublage. De Roger Carrel à Richard Darbois, de Frédéric Tirmont à Adeline Chetaille, d'Emmanuel Curtil à Brigitte Lecordier, chaque voix française est comme une signature, un choix artistique unique qui apporte du sens à chaque réplique, chaque intonation, chaque nuance. Ces voix, forgées par des années d'expérience, ont un pouvoir unique, celui de transporter l'auditeur, de lui faire oublier qu'il écoute une œuvre traduite et de l'immerger dans un univers étranger, tout en lui offrant une familiarité que seule une langue maternelle peut procurer. Face à l'IA, cette machine impassible, impersonnelle et irrationnelle, une chose est certaine, elle ne pourra jamais reproduire la richesse de l'interprétation humaine. L'intelligence artificielle peut imiter, générer des sons, mais elle n'aura jamais ce souffle, cette émotion brute, cet imperceptible frisson que l'on ressent en entendant une voix humaine vibrer avec un texte, avec une scène. Le doublage n'est pas une simple question de son. C'est un échange, un partage entre l'artiste et son public, un dialogue de sentiments que l'IA, aussi sophistiquée soit-elle, ne saurait jamais comprendre. Aujourd'hui, nous voulons célébrer ce savoir-faire unique, ces voix qui ont marqué des générations et qui continueront de le faire, car le doublage français est un art vivant, profondément humain, et il ne se laisse pas voler son âme par une machine. Alors pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, nous affirmons le monde du doublage se battra contre l'intelligence artificielle car il n'a pas peur de cet outil et saura le transcender, le dompter. Car une voix au fond, c'est bien plus qu'un son que l'on reproduit mécaniquement. C'est un cœur qui bat, un esprit qui s'exprime, une âme qui parle et qui résonne en nous. Et cela, l'IA ne pourra jamais le reproduire. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir des invités exceptionnels. Brigitte Lecordier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission, c'est la première fois que tu viens et on est vraiment, vraiment ravis de t'avoir. Merci. Merci beaucoup. Donc tu es comédienne, je le rappelle. Tu es aussi une des égéries du mouvement Touche pas ma VF. On va en reparler. Petit porte-parole, quoi. Ouais. Voilà. J'ai eu l'occasion, grâce à ma chaîne YouTube, de pouvoir faire une vidéo avec mes camarades et de la produire pour alarmer, en fait, sur la disparition éventuelle de notre métier si on ne légifère pas l'IA. Parce que, effectivement, l'IA peut nous remplacer, parce que l'IA nous a déjà volé la majorité de notre travail et peut s'en resservir comme elle veut. Et on va en parler aussi avec Emmanuel Curtil. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comédien et toi aussi, voix de Jim Carrey, entre autres. Entre autres. Ne présente plus. Hein. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il ne tourne plus. Donc, il m'en faut quelques-uns encore. Hein. Ton introduction était très très bien. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. L'émission est finie, non? Bon, on va passer un petit débat. On a avec nous Jonathan Elkaïm, avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Bonjour, tu vas pouvoir nous éclairer un peu de ta lanterne sur ces sujets-là. Je sais que tu es fan de doublage. Est-ce que tu peux juste rapidement te présenter et nous dire ce qui te fait vibrer un peu dans le doublage? Bien déjà, bonjour Vincent, merci beaucoup, effectivement. Comme Brigitte le rappelle très bien, je suis effectivement un enfant du doublage, puisque j'ai été bercé au tananana de Brigitte, au splendide de notre grand ami Emmanuel Curtil, et tant d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je mesure l'importance qu'est le doublage dans l'industrie du cinéma, dans l'industrie de l'animation, parce que des voix, comme tu l'as très très bien rappelé en préambule, c'est avant tout un marqueur.
très significatif de ce que l'on ressent, d'une émotion. Et nous sommes convaincus ici, j'ai pas besoin, je pense, de vous convaincre de cela, que l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas reproduire, et l'actualité en donne également le ton, cette taciture vocale, cette empreinte de la personnalité. Donc c'est pour ça qu'on se bat avec d'autres confrères aussi, hein, je ne suis pas le seul, je tiens quand même à le préciser, avec d'autres avocats. Nous nous battons pour que les comédiens qui sont ici puissent, mais également, comme tu l'as très bien rappelé aussi, les auteurs, les adaptateurs, tous ceux qui contribuent à cet écosystème, les musiciens aussi. C'est une vingtaine de métiers en fait. Ouais, c'est ça. Il y a quand même 15 000 emplois qui sont, 15 000 emplois. Menacés par l'intelligence artificielle. Eh bien, on se bat pour essayer de trouver un juste équilibre entre une adaptation technologique, puisque de toute façon, l'intelligence artificielle, malheureusement, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, tout dépend du point de vue, est intégrée dans notre économie. Mais ce que nous souhaitons, en tous les cas, nous, du point de vue juridique, et je pense que Emmanuel et Brigitte développeront ce point tout à l'heure, mais on entend aussi que cette intelligence artificielle soit respectueuse des droits d'auteur, des droits de propriété intellectuelle et également des droits inhérents à la personnalité. Très bien. Voilà. Désolé pour le préambule un peu long. Non, mais c'est bien de rappeler tout ça. On aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, avec nous, comme toujours dans Voix Ouf, nos experts doublage, on a Thomas Imbert. Salut Thomas. Salut Vincent. T'es prêt Merci beaucoup. T'es prêt à fighter? Bah oui, je pense qu'on va tous être d'accord. Il y aura pas de bagarre entre nous. On va peut-être être un peu l'avocat du diable. Des fois. Bien. Et on a bien sûr Manon. Salut Manon Maroufi. Salut. Notre experte doublage également. Yes. Qui va... écoute, je vous propose à tous d'ailleurs d'abord d'écouter un petit peu ce qui nous a un peu scandalisé ces derniers temps. C'est une bande-annonce de Armor avec la voix d'Alain Dorval qui a été doublée par une IA. On s'écoute un petit peu ça et après on en parle. On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Si quelque chose peut mal tourner, ne bouge pas. Ça tournera mal. Manon, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire de ce... C'est un peu mis le feu aux poudres, j'ai l'impression. C'est douloureux ce que tu me demandes, parce que rien que d'écouter, là, j'ai pas envie de m'en rappeler. Les oreilles. Oui, ça fait mal aux... Oui, pour recontextualiser un petit peu, le 10 janvier dernier, on a Eleven Labs, qui est donc un générateur de voix synthétique par IA, qui a publié cette bande-annonce en se targuant d'avoir... Fièrement en se targuant d'avoir remplacé du coup la voix du regretté Alain Dorval, qui nous a quittés maintenant il y a un an. Manifestement, ils ont trouvé ça assez qualitatif. C'est ça, ils ont trouvé ça assez qualitatif. Je crois, parce que même le public lambda, tout le monde a trouvé ça catastrophique. C'est ça, ils ont été très fiers, on peut le voir au message qui est juste ici et qui a été supprimé évidemment par la suite, étant donné le scandale que ça a provoqué dans la communauté doublage. Donc, ils se sont targués d'avoir remplacé la voix d'Alain Dorval, qui nous a quittés en février 2024, par une IA, et ils étaient visiblement très fiers du résultat. Et surtout, ce qui a un peu scandalisé, c'est qu'ils ont annoncé que ça avait été fait avec l'accord de sa fille Aurore Berger et par extension de sa compagne Dominique Dumont. Donc c'est ça aussi qui a profondément choqué, je pense, toute la communauté voxophile et évidemment les professionnels du milieu. Ça n'a pas loupé. Pendant 24 heures, je pense que ça a été un millier de personnes qui s'est scandalisé, et à juste titre. Ce à quoi, évidemment, Aurore Berger a réagi. On a aussi un message de sa part où elle confirme qu'elle a bien donné son accord pour des essais, mais en aucun cas pour un tel résultat. Qu'il était question de validation de sa part et à elle et de la part de sa maman également, que voilà, en l'état, il était hors de question que le film sorte, que évidemment cette bande-annonce n'était pas destinée à être publiée sur les réseaux, ou en tout cas pas en l'état. Donc ça, elle l'a bien expliqué derrière. Et par la suite, Prime Video s'est également exprimé pour dire que le film ne serait évidemment pas doublé par une IA, et en tout cas pas celle-là, et qu'un véritable comédien serait là pour remplacer Alain Dorval et pour doubler Stallone. Là, pour l'instant, le film n'a pas de date de sortie en France. Donc, on attend quand même de voir. Mais voilà, Prime Video, et là, en l'occurrence, Sylvain Lagrière, qu'on connaît bien, qui s'occupe de tous les doublages Amazon, l'a dit de lui-même. Libération a également confirmé l'information. Ce sera bien un vrai comédien de chair et de sang qui doublera notre cher Stallone, et on est très content pour ça. Normalement, je pense que c'est Michel Vigny, en effet. Ouais. On suppose évidemment que ce sera Michel Vigny, parce que je crois que c'est lui qui l'a doublé à de nombreuses reprises aussi. Donc, voilà. Que demander de plus? C'est un comédien qui était déjà sur Stallone sur différents projets. Pourquoi vouloir passer par l'IA quand d'autres comédiens font très bien leur boulot? Là, ça pose plein de problèmes, en fait. Ça pose des problèmes philosophiques, éthiques, et puis de reconnaissance, tout simplement, parce que Alain Dorval est un des premiers
camarade comédien qui nous a dit attention, il y a un truc qui arrive là qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et personnellement, ça me fait hyper peur. Et soyez vigilants, etc. Et c'est lui qui a mis un peu le feu aux poudres au tout début. Alors c'est incroyable que ça tombe sur lui. Effectivement, c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour défendre les intérêts des comédiens. Et là, que ce soit lui qui soit victime de ce post-mortem, c'est quand même c'était terrible. Sachant qu'en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement... qui cherchait toujours le mieux, il voulait toujours refaire, tu vois, il était très exigeant. Un vrai comédien, théâtre, voilà. Et donc, voir ça, c'est terrible parce que ça le démolit, quoi. C'est vrai que déjà donner son accord pour un essai, je trouve ça un petit peu... Je trouve que ça ouvre des portes qui n'ont pas besoin d'être ouvertes. Et ça suppose potentiellement, ça suppose que qu'elles auraient pu valider l'essai, et voilà, et valider le doublage intégral du film par la voix. Là, ça aurait été dur. Alors, je comprends. Je pense qu'ils ont eu des arguments pour dire. Je pense qu'ils ont dû leur dire votre papa est irremplaçable, ça ferait tellement plaisir aux fans. Mais ce sont des gens qui n'ont je pense que dans leur tête, pour eux, la seule voix, le seul timbre de voix d'un comédien suffit à restituer. C'est pas des artistes. Pour eux, les intentions de jeu, ça n'existe pas. Comme un comédien, ça n'a pas de valeur, quoi. Le souffle et l'âme qu'il peut y avoir derrière. Voilà. En fait, mais c'est une insulte faite à Alain Dorval, à sa mémoire, et puis alors en plus, c'est une trahison pour tout le monde, pour le public. Pour Sylvester Stallone, parce que je pense que s'il savait qu'il était doublé comme ça, je pense qu'il en ferait. Et puis c'est terrible de se dire, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est véritablement utile de faire parler les morts, quoi. Exactement. On peut pas lui foutre la paix et garder en mémoire tout ce qu'il a fait de génial. Moi, j'ai eu la chance de travailler à ses côtés et c'était vraiment... il m'a beaucoup appris, voilà, et je trouve ça dingue d'aller chercher des trucs artificiels pour remplacer ce monsieur, quoi, qui était grand. Et d'ailleurs, je pense que même un acteur médiocre aurait donné un bien meilleur résultat que ce qu'on vient d'écouter. Je ne reconnais même pas Alain Dorval là, quand j'en là, on dirait une espèce de pâle copie de, je sais pas, d'une interview de Johnny Hallyday. C'est très métallique. La loi de Murphy. Il y a un côté très métallique. Alors peut-être pour rebondir, si tu le permets, sur le propos d'Emmanuel, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même dans ce qu'a fait Eleven Labs, c'est qu'en réalité, moi, je suis éventuellement pour une compréhension certaine de ce que tu as dit, Emmanuel, que l'immortalité artistique peut potentiellement s'entendre. Pourquoi pas, effectivement, certains fans voxophiles peuvent se dire, moi, je considère qu'Alain Dorval, c'est la voix de Sylvester Stallone, point barre, comme Sangoku et Sangohan, ce sera toujours Brigitte, comme Jim Carrey, ce sera toujours Emmanuel, point barre. Du coup, effectivement, on est tenté par cette espèce d'immortalité artistique et de se dire, voilà, tiens, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Le problème, c'est que aujourd'hui en France, il faut savoir que d'un point de vue légal, les personnes décédées n'ont plus voix au chapitre. C'est-à-dire que la voix ne constitue plus un attribut de la personnalité et donc on n'est plus normalement fondé à demander l'autorisation de la personne concernée. Ce sont les ayants droit, normalement, ou les ayants cause, c'est-à-dire les héritiers directs, qui eux-mêmes peuvent donner leur autorisation potentiellement. Alors généralement, les commanditaires ou les sociétés de production le font uniquement pour des questions, on va dire, de bienséance, mais juridiquement, ils ne seraient pas obligés. Donc, je pourrais, par exemple, utiliser la voix ou l'image d'un mort sans qu'il y ait aucune difficulté, sauf, je dis bien sauf, si jamais je porte atteinte à sa mémoire, d'accord, ou que je cause un préjudice personnel à ses ayants droit. Donc, la question était de savoir là, effectivement, si, et on peut le voir quand même, si de reprendre la voix, si j'ose dire, d'Alain Dorval aujourd'hui, de feu Alain Dorval, constituait ou pas un préjudice. La réponse artistiquement, elle est là. Ouais, absolument. D'accord. Moi, je considère que si demain je suis le fils d'Alain Dorval, je me dirais, non, peut-être que mon père, effectivement, n'aurait jamais voulu ça. Surtout, comme tu disais, Emmanuel, tout à l'heure, il s'est toujours battu, ou je ne sais plus si c'est toi, Brigitte, excuse-moi. Ouais, c'est moi, mais... il s'est toujours battu de manière très ferme pour la cause du doublage en tant qu'individu, en tant que personne, et non pas par une machine. Donc, voilà. Mais surtout, ça pose une deuxième question, c'est que Eleven Labs a priori joué le jeu en demandant l'autorisation d'Aurore Berger et de sa mère. D'accord ? Donc ça voulait dire qu'il souhaitait se barricader juridiquement à travers une autorisation écrite, précise et signée de ce qu'un consentement avait été réalisé. Sauf qu'elle ne marcherait pas. Sauf que là, ça ne marcherait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont outrepassé l'autorisation manifeste, puisque à la base, Aurore Berger expliquait bien que c'était pour un essai. Donc moi, je voulais voir en tant qu'héritière ce que ça donnait. Je ne vous ai jamais autorisé à le publier. Or, vous vous êtes vous-même octroyé le droit de le faire. Et dans ce cas-là, effectivement, juridiquement, ça ne marche plus. Donc, on est dans un cas où le préjudice, effectivement, là, pourrait être prouvé.
Sauf que là, Eleven Labs, c'est une start-up qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas dans le cadre, enfin, qui ne respecte pas le cadre européen, la législation européenne. Exactement. Le RGPD, tout ça, ils moquent complètement. Ils sont aux États-Unis. Hein. Bien sûr. Donc, ils outrepassent la législation, en fait. C'est le vrai problème aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, voilà, il y a une autre start-up aussi d'intelligence artificielle. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que le... Oui. Voilà. Soit en Proche-Orient, soit... Il faut peut-être que tu expliques ce que c'est que le RGPD. Merci Brigitte. J'allais le Maître Carole. Brigitte est toujours... Éclairez-nous sur ça. On écoute. Et oui, alors le RGPD, c'est très simple, finalement. Vous savez, c'est ce fameux règlement pour la protection des données qui prévoit effectivement, parce qu'il y a quand même une distinction à connaître, que Brigitte connaît bien maintenant aussi, Emmanuel aussi, mais c'est qu'en réalité, la voix, elle est protégée avant tout par le Code civil et par le RGPD en tant qu'attribut de notre personnalité. C'est-à-dire qu'au même titre qu'une image, la voix, elle m'est personnelle. Si je réutilise demain pour mon compte votre voix sans votre accord, finalement, je vous cause un préjudice. Parce que c'est comme si je reprenais votre carte d'identité et que je me faisais passer pour vous, très succinctement. Et là, on est devant la même problématique. Il y a une part, l'interprétation du comédien, qui va être celle où, voilà, vous allez incarner le personnage, vous allez donc doubler en créant votre propre jeu, votre interprétation. Ça, c'est ce qui est cédé généralement au producteur lorsque vous signez votre contrat. On y reviendra plus tard, parce qu'il y a aussi des sujets là-dessus. Mais, et d'autre part, ce qui leur appartient pour toujours, jusqu'à ce qu'ils décèdent, plus tard possible bien évidemment, c'est leur voix. Et à partir du moment où on recapte la voix de quelqu'un sans son consentement, c'est une violation de la vie privée. Et ça, le RGPD, donc ce fameux règlement pour la protection des données, est formel. Et si je fais ce qu'on appelle un traitement de données personnelles, c'est-à-dire que je vais exploiter une donnée personnelle, le RGPD vous explique aussi qu'il faut que ce soit un traitement qui soit loyal, transparent. C'est-à-dire que je dois informer le titulaire de cette donnée de ce que je fais de cette donnée. Et donc, si par exemple, il me dit « Attendez, moi, je ne veux pas que derrière ma voix, elle transite sur une plateforme étrangère dans laquelle le RGPD ne pourrait pas trouver application et que derrière, vous en fassiez ce que vous voulez, que vous puissiez la moduler, que vous puissiez la transformer. » Ça, normalement, on doit informer aujourd'hui les comédiens, et d'ailleurs n'importe quelle personne. Parce que ce que vivent aujourd'hui les comédiens de doublage, enfin les comédiens d'ailleurs tout court, hein, parce que le doublage c'est superflu, c'est ce qu'on va vivre dans pas longtemps. Demain, je pourrais très bien reprendre la voix de Vincent, me faire passer pour Vincent, et puis demander 15 000 euros à tes parents, à ta famille. C'est déjà le cas. C'est déjà arrivé. Il y a déjà des cas. Bien sûr. Il y a eu Florent Pagny il n'y a pas longtemps, par exemple. Gravité. Bien sûr. On l'a vu avec l'affaire Brad Pitt. Oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est-à-dire que je ne crois pas que la cause qu'on défend aujourd'hui soit celle du petit précaré des comédiens ou d'une industrie seulement. Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que l'enjeu est beaucoup plus grand. Bien sûr que non. Et qui concerne aujourd'hui l'intégralité des citoyens. Voilà, ce sera mon... Et attention, nous, on donne nos voix dans le doublage sur des produits étrangers, mais on donne aussi notre voix dans des produits français, bien sûr, où il n'y a pas de voix avant. C'est presque pas du doublage, c'est de la création de voix. Exactement. C'est ce que je fais beaucoup, en fait. Maintenant, il y a des podcasts, il y a des histoires pour enfants dans les fabriques à histoire, Absolument. les coulisses, des machins. Donc, ça peut, effectivement, il peut y avoir une volonté. Il y a des chaînes YouTube aussi qui, moi, on a volé ma voix... entre autres, il y avait la voix d'Alexis Victor aussi, de Damien Viteka, pour une chaîne YouTube pour nous faire raconter des contes pour enfants, des contes qui étaient édités. Donc, ils n'ont pas demandé l'autorisation aux maisons d'édition, aux auteurs, encore moins aux comédiens, mais en plus, ils assumaient. C'est vraiment avec la voix française de Chandler, avec la voix française de Bradley Cooper. Bon, on a fait fermer cette chaîne YouTube, mais enfin, il y a quand même déjà une volonté. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est aussi une bonne chose par rapport à cette bande-annonce de Stallone, parce qu'on voit bien que c'est pas du tout au point. Mais le danger, évidemment, c'est que... Ça va l'être rapidement. On sent bien que c'est plus pour montrer une volonté de s'imposer, d'imposer leur outil. Et le danger, c'est que, évidemment, ils ne comptent pas en rester là. Ils comptent faire progresser la machine. Bien sûr. C'est qu'ils approchent une qualité de travail qui est à peu près... Enfin, qui est assez proche de la nôtre, sans pour autant l'atteindre, avec un résultat médiocre, mais qui ne soit pas suffisamment nul pour ne pas être diffusable, et qui se disent, bon, étant donné les économies substantielles que ça nous fait réaliser, on va procéder comme ça. On voit le fric qu'on gagne. Voilà, donc et ça, il faut vraiment absolument légiférer. On peut pas laisser faire on peut pas leur laisser faire ce qu'ils veulent. Voilà. Justement. Et surtout agir hors du cadre législatif. Hors la loi. Bien sûr. Mais c'est justement la grande question, parce que on a beaucoup parlé de l'IA, on a fait des émissions avec de nombreux comédiens et de comédiennes, et on se disait,
Est-ce que on pourra, une législation autour de l'IA dans les métiers artistiques est possible en fait? Qu'est-ce que toi tu en penses, Jonathan? Je pense qu'elle est possible. Aujourd'hui, on a déjà une partie de la législation qui est directement applicable. On a un arsenal législatif qui permettrait de lutter aujourd'hui, et surtout qu'en plus on a un règlement qui arrive, le fameux RIA, le règlement sur l'intelligence artificielle qui va être promulgué, et qui est déjà promulgué en partie d'ailleurs, et qui permet de lutter quand même contre toutes ces IA sauvages qui demain seraient amenées à récupérer des données sans consentement. L'Union européenne fait un boulot, je tiens quand même à le préciser, assez conséquent. Oui, c'est vrai. Quand même pour qu'on puisse avoir une législation solide. Par exemple, la Commission européenne s'est dit, tiens, vous savez, il y a un fameux droit qui est codifié dans le Code de la propriété intellectuelle. J'ai pas mal seriné Brigitte et Emmanuel là-dessus aussi, mais c'est le fameux droit d'opt-out. C'est-à-dire le droit de refuser que demain, les données soient moissonnées pour entraîner une IA, d'accord? Il y a la DAMI qui s'est lancée dedans. Exactement, la DAMI s'est lancée dedans. Je crois aussi sur ton concours, puisque tu as pas mal œuvré là-dessus. Mais d'ailleurs, voilà, heureusement. Mais ce que je veux dire, la difficulté qui est aujourd'hui celui du droit d'opt-out, c'est que c'est un droit qui est très beau sur le papier. Mais en pratique, comment est-ce que moi je vais faire demain pour signifier mon droit d'opt-out et mon refus que mes données, effectivement, soient exploitées par une IA. C'est très compliqué à prouver d'un point de vue juridique. Et donc, la Commission européenne a dit, moi, ce que je propose de faire aujourd'hui, d'ailleurs, elle a fait un appel d'offres pour que des sociétés spécialisées puissent intégrer ce projet, de créer un grand registre dans lequel tous les opt-outs seraient recensés, et pour lutter efficacement, justement, contre un moissonnage massif et un peu sauvage d'une IA. Donc, on est quand même en train de prendre le problème à bras-le-corps. Pareil, on va bientôt imposer à ces sociétés d'IA générative d'avoir une transparence totale sur les données qui sont... Traçabilité. Voilà. Parce que comment faire, en fait, quand on se retrouve confronté à, je veux dire, par exemple, une start-up qui mélangerait plusieurs timbres de voix. C'est ça. Ma voix, celle d'Alexis Victor, celle de Damien Viteka. Donc ça reste quand même dans l'inconscient collectif, parce que les gens reconnaissent... Voilà, ils ont voilà, ça touche leur âme, quoi. Et on n'a pas de traçabilité. On ne peut pas prouver. Comment est-ce qu'on peut prouver ce genre de choses? C'est très difficile. Ça va être après les recours à des expertises. Ça va être très compliqué parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans un contentieux judiciaire, il y a le prix aussi qui joue. Et donc, il y a beaucoup de frais, effectivement, à exposer, ce qui peut être compliqué. Un expert judiciaire, aujourd'hui, ça coûte quand même des sous. Il faut quand même être honnête là-dessus. Et donc, tous les comédiens ne pourront peut-être pas se permettre de faire ces actions. Et puis, je pense aussi, tu sais, aux diffuseurs et aux gens aussi comme le CNC qui aident les films ou les séries à se créer, dire eux ils donnent des sous pour que ça se fasse, ils donnent des sous aussi pour qu'il y ait des droits d'auteur, que tout soit bien carré dans la législation. Eh bien, ces gens-là, ils peuvent se lier à nous pour dire, eh bien, si quelque chose est généré par de l'IA, nous, on ne donne pas notre visa, on ne donne pas notre avis favorable, on ne donne pas d'argent, et on n'aide pas à diffuser ces trucs-là. Le CNC de notre côté, d'ailleurs. Le CNC est de notre côté, oui, bien sûr. Tout le monde y pense, tout le monde essaye de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et des gens comme notre syndicat français des artistes ou Les Voix ont déjà préparé des textes éventuels qui pourraient nous aider ou aider toutes ces plateformes à légiférer, à dire ça on fait pas, voilà pourquoi, etc. Et je pense qu'il y a des choses à faire effectivement assez rapidement et qui seraient pas coûteuses, et plus c'est vite fait, plus on est protégé vite et moins il y aura de dégâts, parce qu'il y a un moment, les dégâts vont être tels qu'on ne pourra pas revenir en arrière. C'est ça le danger. Et justement, moi, j'avais une question par rapport à avant, puisque maintenant, quand vous signez vos contrats, est-ce que vous êtes plus vigilant? Est-ce que vous lisez entre les lignes? Est-ce que vous demandez une clause spéciale pour ne pas alimenter l'IA? Comment ça se passe? Oui, alors, déjà, quand on a un contrat de doublage, il y a le RGPD, on est protégé là-dessus. Okay. Mais dans les contrats de jeux vidéo, justement, ou autres, on fait ajouter que notre voix ne sera pas générée par de l'IA et tout ça. Il y a, je pense que Maître 40 nous a aidés à rédiger ça. Et donc, le syndicat nous a donné des petites phrases à rajouter sur les contrats. Et même beaucoup de doubleurs et de gens qui font des jeux vidéo et tout ça, de boîtes de doublage, le font d'eux-mêmes. Et quand c'est pas fait, il arrive ce qui a été... Il y a des choses qui ne sont pas très très claires. Il y a une tentative d'outrepasser un peu le... Voilà.
Et je crois aussi, sans vouloir trahir qu'un quelconque secret professionnel, que très souvent aussi les contrats sont signés a posteriori, ce qui pose vraiment souci. Ça, c'est un vrai souci. Voilà. Et moi, j'ai déjà eu effectivement affaire à des dossiers où finalement vous êtes un peu pris sous le flot de l'interprétation, puis on vous dit le contrat tu le signeras après, puis on se rend compte que finalement il n'y a pas de protection de RGPD, il n'y a pas effectivement de clause prévoyant exactement ce qu'on va faire de ces voix ensuite, et ça pose difficulté parce qu'une fois que c'est fait, le travail est fait, généralement c'est plus dur de contester. Oui, enfin je pense, tu pourrais me dire, mais je pense qu'on peut demander à ce que ce soit pas diffusé. Ah totalement. Mais c'est justement on a le droit tant qu'on n'a pas signé. Voilà. Mais on sait, toi comme moi, Brigitte, que certains comédiens ont plus voix au chapitre, voilà, et que d'autres moins. Je pense très honnêtement que des comédiens comme vous, il n'y a pas de souci. Si demain vous arrivez en disant, écoutez, là je comprends pas ce qui se passe parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, on nous a dit que. Encore une fois, c'est l'avocat Cabondo, mais mon avocat a eu l'outrecuidance de dire que votre studio aurait manifestement enfreint telle disposition. Bon, là, il se pose des questions. En revanche, quand c'est un comédien qui commence, qui débute, qui n'a pas l'expérience et qui a besoin de manger, la donne est totalement différente. Ouais. Et donc, c'est aussi là-dessus qu'il faut être vigilant parce que c'est un bras de fer. C'est pour la jeune génération, puis même l'idée de l'IA qui remplace les gens morts, c'est aussi une question pour la jeune génération. Est-ce que nous, on a envie de passer notre connaissance et notre savoir à des jeunes comédiens et leur montrer comment on a fait. Nous, on a eu la chance, Manu et moi, d'apprendre avec les gens qui étaient plus âgés que nous et comment ils nous ont guidés, quoi. On peut en parler tous les deux. On a eu nos pères nous expliquer, nous gronder, nous faire marrer, nous apprendre des trucs. Eux, déjà, ils n'ont plus ça parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on est souvent tout seul. Déjà, ils ont ça en moins. Mais en plus, si on leur dit, allez, pendant le reste du temps, on va entendre Manu et Brigitte parler tout seuls sur tous les films qui vont venir parce qu'on adore leur voix. T'imagines, pour eux, c'est horrible, quoi. Il n'y a pas de passation, il n'y a pas... on passe pas le témoin, quoi, tu vois. C'est grave, quand même. C'est triste, même. C'est grave, en fait. Si je peux juste me ajouter, mais voilà, en fait... C'est un sujet qui nous scandalise, je pense, depuis qu'on a commencé à parler à tous les niveaux, au niveau de faire parler les morts, au niveau de qu'il n'y ait plus de flambeau entre les générations, le fait de voler, j'ai même envie d'ajouter une lettre à ce mot, mais la voix de quelqu'un, en fait, et parce qu'on parle beaucoup de juridique et de loi humaine. Promis, j'arrête après. Non, mais c'est intéressant. Je me permettrais de compléter en disant que pour moi, on est en train de violer une loi qui est encore plus ancienne que les lois dont on vient de parler, qui est une loi millénaire. Après, chacun met le mot qu'il veut derrière tout ça, mais moi, je parlerai d'éthique, de quelque chose qui dépasse, en fait. Philosophie. Mais il y a, en fait, voilà. Et la voix, c'est quelque chose qui lie l'âme et le corps, pour moi. Et ça c'est pour ça qu'aussi ce problème nous touche tous. Et le doublage et les voix de doublage nous touchent particulièrement parce que la voix, c'est quelque chose qui est propre à chaque être humain. Bien sûr. Comme une empreinte digitale. En fait, il n'y a pas eu une seule voix depuis le début de l'humanité qui est pareil à l'autre. C'est un cadeau qui nous est fait personnellement. Nous, le matin, il y avait cette volonté d'apporter de la singularité. C'est ça. On parle des anciens, effectivement, qui nous ont appris. C'était pas tant des bons comédiens que des grandes voix, des voix singulières. On pouvait reconnaître en 3 mots, quoi. Oui. Le problème, c'est qu'on est dans une... Là, avec les plateformes, notamment, c'est beaucoup les Américains qui gèrent. Pour eux, on n'est pas grand-chose, on n'est même pas rien du tout. Et en fait, pour eux, la seule bonne manière de jouer, c'est l'original. Donc, pour eux, si c'est un bête copier-coller de l'original, avec jusqu'à l'intonation, des intonations, la musique anglaise qui n'est pas du tout... c'est horrible. Qui ne ressemble pas du tout aux intonations françaises et qui se donnerait un résultat épouvantable. On voit bien là, avec ce qu'on a vu de Stallone. Si c'est conforme à l'original, si c'est la même musique, ils s'en foutent. Voilà, donc c'est ça le danger, c'est d'arriver à un travail médiocre qui, eux, les satisfassent parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est le jeu français, de ce qu'est une intention française. On n'a pas la même façon de jouer l'humour, on n'a pas la même façon de... Voilà, je prends un film comme The Mask, par exemple, que je connais bien. C'est vrai qu'il a... Oui, je l'ai vu 2-3 fois. Non, mais il a fallu... Alors là, pour le coup, c'est vraiment... Il n'y a que l'humain qui peut faire ça. Il a fallu que je trouve des équivalents en français, parce que lui, en anglais, fait des imitations, mais qui n'ont pas de sens pour nous, dont on n'a pas les rêves, quoi. Donc, il a fallu trouver des équivalents de voix qui parlent au public français, quoi. Et donc, ça, Mais je pense que eux, les Américains, ils s'en tapent, ils s'en tamponnent. Pour eux,
la seule bonne manière de jouer, c'est faire un copier-coller, quoi. Et nous, quand on arrive le matin, ben voilà, on s'est réveillé de bonne humeur ou de mauvaise humeur, il est arrivé quelque chose dans notre vie et tout ça. Et tout ça va faire une empreinte. C'est la fragilité. Qui va être, bien sûr, transcrite dans notre voix et dans notre façon de jouer. C'est les petits défauts qui sont intéressants. Voilà. Si tout est lisse et tout est... Voilà. Mais bien sûr, ça rejoint ce que tu disais sur le passage de flambeau, c'est qu'il y a quelque chose de palpable et d'humain, quoi. Et c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que ça nous touche tous, qu'on soit comédien ou pas, parce qu'on a tous une voix, en fait. Et on a tous grandi avec des voix, que ce soit les vôtres ou celles de nos parents, ou celles des voix qui nous ont accompagnés. Et une voix, c'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression de faire un truc philo, mais c'est que quand on y pense, c'est quelque chose d'hyper... c'est quelque chose d'unique dans le fait de... C'est quelque chose... Il n'y a rien de plus intime que la voix. Ça va directement au cœur. Et d'ailleurs, le doublage français, c'est sans doute un des meilleurs, voire le meilleur au monde, peut-être avec le doublage italien, parce qu'ils sont, eux, ils attachent beaucoup d'importance au doublage. Mais c'est vrai que le doublage, s'il est d'aussi grande qualité, il met d'accord 85% du public, en fait, parce que c'est 85% du public, hein, le doublage français. Tu fais bien de le rappeler. C'est énorme. Et c'est toujours, malgré le fait que les jeunes générations apprennent de plus en plus, sachent mieux parler l'anglais que nous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une demande, une aussi forte demande qu'avant. Et pourquoi ? Parce que depuis que le doublage existe, les studios font appel à de véritables comédiens qui sont capables de reproduire une émotion, de jouer, quoi, une énergie que l'IA ne pourra pas avoir. Parce qu'elle n'a pas de Parce que c'est l'énergie de l'instant. C'est ce que nous inspire. C'est ce que nous inspire l'image sur le moment, enfin l'original. Et parce que ça, pour moi, après je termine, hein, pardon. Ouais, non, mais pour moi, c'est comme ça t'inspire ça sur le moment parce que ça part de ton corps qui voit ça sur. Enfin, en fait, c'est quelque chose d'intérieur qui est manifesté par ton enveloppe extérieure. Quand je joue Jim Carrey, je me donne physiquement de la même manière. Et on le voit quand on ne pas, mais et c'est pour ça que pour moi, le concept d'IA, donc de voix désincarnée, c'est quelque chose de complètement aberrant parce qu'une voix, ça doit justement être incarné, ça doit partir d'un corps. S'il n'y a plus ce corps, qu'il soit mort ou qu'il soit remplacé, sur des séries, des films comiques notamment, parce que c'est très difficile. D'abord, on n'a pas la même façon de jouer l'humour, mais également le texte. C'est-à-dire qu'il y a des gags qui sont totalement intraduisibles et qu'il faut complètement se réapproprier, réécrire. Je prends l'exemple de Friends, qui est aussi une série que je connais un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, et ce qu'on disait ce matin ensemble, là, on a fait une petite émission sympa, c'est vrai que c'est souvent les conneries qu'on trouve sur le plateau. C'est ça. Les moments d'improvisation comme ça qui sont un peu magiques, qui ne sont pas du tout en anglais en plus, hein, mais on se réapprend. Évidemment, forcément, c'est toujours une petite trahison. Et on essaie justement... Oui, mais bon... Oui, mais c'est... Je veux dire que, effectivement, un copier-coller, c'est moins une trahison, mais du coup, ça n'a pas de saveur, en fait. Ça n'a pas de... Et c'est les petits trucs qu'on trouve sur les plateaux, sur le jour de l'enregistrement, des conneries qui restent souvent dans la tête des gens. C'est ça qui fait... Oui, ce matin, on parlait du nuage magique, justement, qui n'existe pas, c'est une invention, en japonais. Et qui trouvé sur le plateau. Voilà, parce qu'on jouait ensemble, notre métier est de jouer, quand même, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Donc, on jouait ensemble avec Céline Monsara, Éric Legrand, Marc Lesser et toute la bande. Et à un moment, j'appelle mon nuage. Et au lieu qu'il soit supersonique, il est devenu magique. Et puis, il y avait une petite musique de pub qui coupait les trucs de Dragon Ball qui faisait... Et du coup, c'est devenu nuage magique. On me demande à longueur de journée et qui fait vraiment plaisir, quoi. Le copain de moi, de Joey Chandler. Exactement. Pas du tout en anglais ou d'autres trucs. On a des conneries. Bonjour chez vous. Oui, voilà. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. C'est quoi dans le prisonnier. Le prisonnier, c'est ça. Ouais. Personnellement, moi, c'est ce que j'adore. Pour être peut-être un petit peu pas polémique, mais moi j'adore la trahison dans l'adaptation des œuvres. On est obligé, de toute façon, c'est une adaptation. C'est inévitable. On essaie de trahir le moins possible, mais on est obligé de se réapproprier pour donner quelque chose qui parle au public français. C'est ça, c'est une trahison de l'œuvre originale, mais pour le public. Mais bien sûr. Voilà, pour le bien commun. Mais pour le bien commun, on s'efforce de garder public, le ton, tu vois, le ton de la série ou du film, le ton humoristique ou dramatique de. Et ce qui est important aussi, c'est que ça met aussi toute cette culture à la portée de tout le monde.
Parce que tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde ne parle pas japonais, tout le monde... Voilà. On n'a pas envie de lire des sous-titres. Tout le monde n'a pas envie de lire les sous-titres. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas lire les sous-titres. J'étais à La Rochelle il y a 15 jours, où un couple de malvoyants est venu me supplier de dire faites tout contre l'IA, vraiment, on est derrière vous, parce que sans vous, on ne voit pas les films. C'est joli, c'est un non-voyant qui me dit ça, quoi, tu vois. Bien sûr, sans vous, on ne verra plus les films. Tu te rends compte, si déjà tu vois pas bien l'image, mais qu'en plus tu as un truc de robot, t'es foutu, tu vas pas au cinéma, quoi. D'ailleurs, c'est cette petite trahison respectueuse, enfin, c'est un oxymore, mais je veux dire, c'est vrai que c'est ça qui fait l'âme de la VF, et c'est ce qui fait que le public est si attaché à nos voix, parce qu'on entre dans leur quotidien, on touche leur âme. Et c'est ce qui me fascine, moi, dans l'adaptation, c'est que c'est l'appropriation d'un texte et le rendu pour notre langue et pour la compréhension. Je sais que maintenant tu fais un peu de trad. Toi, est-ce que justement tu connais ce côté trahison, et est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien faire? Mais complètement, mais c'est logique, parce que moi, je traduis pour la littérature, donc c'est encore un exercice différent. Mais, en fait, c'est la même chose. Parce ça reste pour le public. Voilà, tu es obligé de garder le ton du roman, de l'auteur, des personnages. Oui. Leur caractère, tu es obligé de respecter. Leur champ lexical, qui n'est pas forcément le même en français que dans une autre langue. Mais il y a effectivement des anecdotes ou des choses dans les livres qui ne parlent pas, parce que effectivement c'est pas notre culture. Et là, en l'occurrence, il faut l'adapter. C'est aussi débile qu'une expression anglaise qui n'a pas du tout d'équivalent chez nous. Et il faut trouver. Voilà, c'est pas trahir que de complètement zapper cette expression pour la rendre accessible à une autre culture, à un autre public, à une autre langue. C'est au contraire, c'est la rendre plus accessible, j'ai envie de dire. Donc on fait bien notre boulot. On essaye en tout cas. Ce qui est magnifiquement rendu dans The Mask. Parce que si tu fais les traductions des jokes américains. C'est nul, quoi. J'ai jamais vu en version originale. Si un client m'avait imposé de faire exactement ce qu'il fait en anglais, franchement, je pense que la VF, avec le même comédien, n'aurait pas marché aussi bien. Et le film n'aurait pas marché tout court. Emmanuel, est-ce que Sancho de Cuba, c'est toi qui l'as adapté ou pas? C'est une question que je me pose depuis longtemps, je ne te l'ai jamais posée encore. Qui l'a adapté? Ouais. Non, c'est pas toi. D'accord. C'est pour savoir. La fameuse chanson de The Mask était quand même... oui. Non, mais en fait, on a toujours des adaptateurs avant nous. Alors après, on peut améliorer en fonction de toi, de ce qui est écrit, en disant je ne me vois pas mon personnage parler comme ça, et tu changes un mot ou deux. En l'occurrence, tu vois, The Mask, c'était Jean-Pierre Carasso et Jean-Marc Pantier qui ont fait un boulot formidable. Jean-Marc, il est merveilleux. Ils font partie vraiment des meilleurs, quoi. Et voilà, ils adaptent les plus grands films, et franchement, le résultat est magnifique. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'émission qu'on a fait avec Jean-Marc Pantier, qui est absolument exceptionnel, parce qu'il nous décrit un peu tous les rouages de l'adaptation, et aussi il est directeur artistique, donc il a un peu tout ce côté-là, donc je vous invite à aller la voir. Il nous a parlé d'IA aussi, donc certainement. On lui passe le bonjour, parce que tu vois, les gens qui sont pro VO, par exemple, on va leur mettre des sous-titres, mais les sous-titres, ils vont être faits à l'IA. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Lire un sous-titre pourri ou écouter une voix chouette française? J'adore comparer les sous-titres et le doublage, et je trouve à chaque fois que le doublage apporte quand même un peu plus. Bien sûr. Et puis on peut regarder l'image et puis s'imprégner de. Tu peux rentrer dans l'image. Ouais, complètement. Moi, en fait, ça m'habite. Je peux pas voir une œuvre. Enfin, les sous-titres pour moi, c'est encore plus une trahison que le doublage, comme. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est plus limité déjà en termes de lecture, etc. On est obligé de. On peut vraiment être très précis, quoi. Mais quand t'as pas de sous-titres à lire ni de tu oublies que tu regardes un film, et là tu rentres vraiment dedans, quoi. D'ailleurs, c'est généralement là qu'on sait que c'est une bonne VF. Du coup, c'est qu'on oublie totalement effectivement le. Pour revenir à Jean-Marc, qui dirige aussi, qui est directeur artistique. Donc il dirige souvent évidemment les textes qu'il a écrits. Et jusqu'au bout, moi j'ai travaillé beaucoup avec lui, jusqu'au bout, sur le jour de l'enregistrement, on travaille ensemble, et on trouve des trucs ensemble. C'est ça. Donc lui, il apporte son savoir-faire d'adaptateur, et moi de comédien, et donc c'est une équipe, et avec Jean-Pierre Carasso aussi, qui était... voilà, c'est vraiment... C'est tout un truc qui est
je vois pas comment ça peut être réalisé aussi bien avec l'IA, quoi. C'est pas possible. Je pense que si on demande à l'IA ce qu'elle en pense, elle dira elle-même qu'elle n'est pas assez compétente pour ça. Enfin, là, on voit bien déjà avec la bande-annonce de Stallone qu'on est quand même loin de la perfection. Hein. Ah bah oui, là, il y a... On va lui demander ce qu'elle en pense. Moi, j'ai une question aussi à poser à l'IA. J'aimerais bien qu'elle me réponde. Parce que récemment, j'ai doublé un petit roi qui s'appelle Bodji dans Ranking of King et qui est sourd-muet. Et j'aimerais bien savoir quelle voix elle aurait faite si on lui avait demandé génère-nous une voix de sourd-muet. Ah oui, là... Grand silence. C'est ce qu'elle aurait fait, je pense. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et malgré tout, j'ai quand même eu un prix à Tokyo pour cette voix. Voilà, c'est ça qui est rigolo. Je voulais justement aborder un autre sujet parce qu'il y a d'autres aspects de l'IA qui sont assez effrayants. On se regarde juste une petite vidéo de Donald Renew et Boris Rélinger qui se mettent à parler anglais tout d'un coup. Voilà. Show. We are with one of the most recognized French voice of France. He has dubbed all the most badass heroes. We have the honor to be with him today. Meet Boris Rélinger. How are you? My little Renew. It's going very well, thank you. And then hello to everyone. I am very happy to do this second. Je voulais montrer ça parce que je trouve que c'est aussi un des dangers. C'est-à-dire que l'IA peut transformer une voix, par exemple la voix de Brad Pitt, et garder son timbre. Et en faire un doublage avec la vraie voix de Brad Pitt. Et est-ce que petit à petit, c'est quelque chose qui est assez effrayant? Parce que si l'IA est de plus en plus nourrie... C'est ce qui est dans les têtes. Hein. C'est ce qu'il... Enfin, je sais pas si c'est je crois que c'est la volonté des Américains, en fait, de faire signer une cession de droit de l'empreinte vocale des acteurs originaux pour que leur voix soit utilisée pour tous les doublages du monde entier. C'est ça. Justement... Parce que pour ne pas avoir de problème d'ordre, je ne pourrais pas dire vous avez volé ma voix. Non, c'est la vraie voix de Jim Carrey, c'est pas votre voix. C'est ça. J'imagine que c'est ce qu'ils disent aux comédiens en leur disant vous allez avoir encore plus d'exposition à l'international parce que ce sera votre voix et donc vous serez encore. Votre notoriété ça va vous profiter à vous. Sauf que au départ, ils étaient plutôt pour. En disant, oui, c'est chouette si je garde ma voix dans toutes les langues. Sauf qu'à un moment, il y a eu une question d'argent. Et là, ils se sont dit, mince, ça va peut-être nous coûter encore plus cher que de faire du doublage à l'étranger. Il y a une question d'argent, mais il y a aussi le fait qu'ils veulent se passer de comédiens pour la VF. Donc, ça veut dire qu'ils ont l'intention d'utiliser leur timbre de voix et de faire ce qu'on voit là sur Stallone. C'est-à-dire... que l'IA les fasse jouer. Oui, c'est ça. Et là, on voit bien ce que ça donne. C'est quelque chose de complètement robotique. Il n'y a aucune intention de jeu, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Donc, en fait, l'intérêt, ce sera juste d'utiliser leur timbre. Et quel comédien s'opposerait à ça, à ce que ce soit sa voix dans le monde entier? Je préfère, moi, être doublé par Emmanuel Curtil au Japon ou aux États-Unis que par qu'un comédien que je ne connais pas et qui, voilà. Je sais pas. Alors, sauf erreur de ma part, peut-être. C'est intéressant ce que tu dis parce que je crois que Daniel Beretta, par exemple, avait été choisi par Arnold Schwarzenegger à l'époque. Donc, peut-être que certains grands comédiens ou Patrick Poivet étaient effectivement. Ça a été le cas pour Amicalement Vôtre, d'ailleurs. Tony Curtis a admis que sa voix française était. Et d'ailleurs, c'est très probablement sa voix qui a contribué au succès de la série en France, puisque la série n'a marché qu'en France. Et Benoît Alman avec Morgan Freeman. Avec Morgan Freeman, qu'il a rencontré régulièrement. Morgan qui a salué. Qui a salué son talent. Ouais. Et certains réalisateurs comme Scorsese choisissent aussi eux-mêmes les voix. Il y a quand même des réalisateurs qui gardent une éthique et qui gardent un œil, parce que d'autres, on pourrait dire, ils s'en foutent. Bien sûr. Je me souviens qu'une fois à Toulouse, dans une convention, il y avait le comédien de MacGyver, dont je ne connais pas. Richard Dean Anderson. Voilà, merci. Et j'ai demandé à l'organisateur de faire venir Edgar en lui disant ils vont enfin se rencontrer, ça doit être génial, ça va être génial. Et Edgar et Richard Dean Anderson. Je suis hyper Edgar et Richard. Richard. Se sont rencontrés et c'était sympa parce que Richard disait à Edgar, en fait, vous avez une plus jolie voix en français que moi. Et je trouve ça très mignon, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, chaque langue a sa sonorité. Il y a des langues qui sont plus nasillardes ou plus gutturales, et en français, ce serait
ce serait pas beau en fait. C'est ça. Ce serait pas Ce qui forcément me fait rire, c'est que leur d'ailleurs- voix, ce serait pas la voix de leur physique en français. Exactement. Brigitte dirait Richard, et là ça me fait penser que ça a dit Railinger. Donc en fait il y a ça aussi en IA, c'est que ça va prononcer à l'anglaise là en l'occurrence. Et pas Railinger, Voilà, donc Jonathan, tu vois. C'est non mais en fait c'est pas une traduction ça aussi, tu vois. Mais là, ce ça qu'on vient aussi. de voir, c'est un dialogue, mais sans intention de jeu, sans émotion. Voilà, sans- c'est pour ça. C'est sans- Mais c'est déjà sans- catastrophique comme ça, donc c'est c'est quand même assez bluffant, mais Oui, c'est ça. effectivement, Oui, mais moi, ça, tout ce que c'est j'ai pas vu, terrible. Oui, c'est ça. tout ce que j'ai vu de bluffant, oui, mais C'est un après, ils tour de peuvent magie. recaler. Mais Ouais. c'est tout ce que j'ai vu de bluffant, c'est sur des choses, en fait, Anodine un peu, et factuel, quoi, informatif. Je sais que par exemple en Suisse, ils ont fait, il y a un avatar qui fait donc c'est une présentatrice météo qui est faite entièrement en IA. Donc c'est vraiment on y voit que du feu. Il paraît que ça a vraiment l'aspect d'un être humain, quoi. Mais bon, c'est pour présenter la météo, donc il n'y a pas d'intention de jeu. Elle ne va pas se mettre à rire ou pleurer Quoique, ça pourrait Il va pleuvoir demain. Et encore, on était habitué à une présence aussi, même sur la météo. Bien tu sûr. vois. Non, mais complètement. Une gestuelle, un sourire. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas, si, on sait pourquoi ils ont fait ça, pour les économies. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il s'agit du jeu, moi, là, on m'a toujours montré des trucs qui, du français, switch à l'anglais ou au japonais ou à l'allemand, etc. Mais je l'ai jamais vu dans l'autre sens. Ce que j'ai vu dans l'autre sens, pour l'instant, c'est Armor. Et franchement, le jeu... Et pourtant, Stallone ne joue pas grand-chose dans cette bande-annonce. Il est sur un mode... Il a deux intentions, c'est en mode film de guerre, quoi. Donc, vous imaginez un comédien avec... un vrai comédien avec des émotions. Des émotions, toute une palette ce serait Cyrano de Bergerac. inécoutable. Oui, c'est ça. Ce serait épouvantable. Bien sûr. D'autant plus que il y a aussi, toi qui fais de l'adaptation, non, tu fais de la traduction, mais en adaptation, il faut se dire que quand on passe d'une langue à une autre, en fait, on dit pas les mêmes choses dans le même temps, dans le même nombre de mots. Par exemple, lorsque tu as un texte anglais, en français, il va prendre 25% en plus. Un texte japonais, par exemple, c'est presque 50% plus en français. Donc, c'est pour ça qu'on parle vite dans les animés, parce qu'il faut tout dire en un temps record, quoi. Et du coup, je sais pas comment ferait l'IA pour adapter ça, toi. Donc, elle serait obligée ou de stretcher ou de dire un mot sur 12, quoi. Et je pense que du coup, on perdrait beaucoup en information. Bien sûr. Voilà. Surtout dans les animés où quand même généralement les intrigues peuvent être un peu complexes. Et puis un autre truc dont je voulais parler aussi, c'est que les premiers essais qui ont été faits en IA pure ont été à destination des enfants. Et ça, je trouve ça immonde, immoral. Et là, quand tout à l'heure tu parlais d'éthique, et à nouveau, l'éthique, elle est foutue. On se dit, voilà, on va abreuver tous les gamins avec de la... Et en fait... on va leur donner des dessins animés, avec du vol de dessin, animés avec du vol d'animation et du vol de voix. Et on va faire ça comme ça. Ils vont rien, se rendre compte de rien parce que évidemment chacun sait que les enfants sont des abrutis. Bien sûr. Et puis, au bout d'un moment, ils vont tellement être abreuvés par ça que ces enfants-là, ils penseront même plus à aller voir une exposition de Picasso, aller écouter un disque de... Voilà, parce qu'en fait, ils n'auront plus ces références-là. Et du coup... veuillent que les enfants, que leurs enfants découvrent les émotions à travers leurs films d'animation, leurs séries d'animation... avec des voix de robots, quoi. D'ailleurs, c'est très intéressant je rebondis sur ce que tu dis, Brigitte, parce que quand on a reçu Alain Dorval, il nous racontait une anecdote avec sa fille qui regardait Fievel et lui, il doublait le chat Tiger. Et c'était magnifique parce qu'il nous disait, regarde, il lui a dit, c'est papa qui fait la voix, et sa fille lui a dit, non, c'est pas toi, c'est le chat, c'est pas toi. C'est le chat, bien sûr. Il n'y a rien de plus beau que ça, en fait. Il était ému, d'ailleurs, quand il l'avait dit. C'est la différence entre ce qui s'est passé entre lui et sa fille ce jour-là et ce qu'on vient de voir là. Oui, c'est ça. Ça, c'est un gadget. C'est ce qu'on disait avec Benoît Hallman, regretté Benoît Hallman, qui nous a quittés récemment. On avait parlé du sujet. Je disais, mais on parlait de ça. Ça, ce qu'on vient de voir, c'est un gadget, c'est un tour de magie. Tu parles d'Armor. Ah oui, non. Oui, Armor ou le truc avec Renew et Rélinger. Vous êtes capable de faire des miracles, pas des tours de magie. C'est la différence entre les deux, pour moi. C'est beau ce que tu dis. Mais tu me l'avais déjà dit la dernière fois. C'est vrai. On devait faire des t-shirts. Non, mais c'est vrai. Pour moi, c'est la différence entre
entre quelque chose d'incarné, qui, paradoxalement en plus, mais qui est miraculeux à nos oreilles à nous, et quelque chose d'une voix désincarnée qui est de l'ordre du gadget, et qui en fait, pour moi, voilà, c'est un tour de magie, il y a un truc derrière en fait. Je parle souvent d'un petit garçon qui est venu me voir avec ses parents en convention aussi, qui est un petit garçon autiste non-verbal. Et qui est venu me voir au théâtre à Noël. Et je lui ai dédicacé le spectacle. Il est resté 1 heure. Tu te rends compte, un petit autiste, il reste 1 heure assis sur une chaise. Et en fait, il était non-verbal. Et en fait, en écoutant, son papa était un fan de Brigitte Lecordier, donc il écoute des trucs sur ma chaîne et il tombe sur Allociné-nous, tu sais, les petits canulars téléphoniques. Et le gamin, il voit ça et en fait, il trouve ça marrant. Il demande à son papa de le remettre. Et il a appris les sketchs par cœur et d'un seul coup, il s'est mis à parler. Wow. Et ses parents me vouent un amour démesuré. Le petit garçon aussi, d'ailleurs. Mais c'est magique. Et cette magie-là, elle ne peut arriver que s'il y a de l'humain. Elle ne peut pas arriver avec un robot. Enfin, impossible. L'idée aussi qu'on puisse légiférer à un moment, parce que c'est un peu un vide aujourd'hui juridique qu'il va falloir préciser. En fait, on a un décret aujourd'hui, qui est assez ancien d'ailleurs, qui imposait finalement aux studios outre-Atlantique, pour reprendre ce que disait Emmanuel tout à l'heure, de venir, lorsque le film devait être en gros joué en salle et tourné en salle, pour qu'il obtienne son visa, il fallait qu'il soit doublé en France ou sur les territoires français, francophones du moins. Il nous manque quand même une petite notion aujourd'hui qui va être capitale, c'est qu'il soit doublé par des comédiens. C'est ça. Par des personnes physiques. Humains. Et donc les humains. Et donc, du coup, c'est aujourd'hui, je pense, la principale urgence qu'on pourra avoir pour répondre à... Ça, c'est dans la législation qu'il faut faire, c'est le number one. C'est ça qu'il faut... Alors, en plus, pour le coup, c'est un décret. Donc, si vous voulez, il suffirait que demain, les ministres se réunissent comme on se réunit aujourd'hui. Pour pouvoir en discuter, ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Je pense que ce n'est pas l'urgence actuelle, malheureusement, mais je pense que aussi notre ministre de la Culture devrait mettre ça dans ses chantiers prioritaires, puisque c'est un des premiers, à mon avis, gros chantiers qui intéresse l'intelligence artificielle. Si on avait ça maintenant, ça bloquerait vraiment les choses et ça serait, voilà, c'est de l'humain. Il faut protéger les artistes, mais il faut aussi protéger le public qui est si attaché au doublage. Et c'est vrai que de laisser faire n'importe quoi par n'importe qui, c'est pour des raisons économiques, ça n'a pas de sens, quoi. Je pense que même d'un point de vue marketing, entre guillemets, je suis d'accord avec la vision que tu as, peut-être un peu pessimiste par moment, de qu'est-ce qui se passerait si demain le comédien originaire signait un contrat. Mais je pense effectivement que les studios américains surveillent aussi l'activité de ce qui se passe en France aussi. Ils ne sont pas totalement idiots. Mais c'est vrai que c'est un débat qu'on a déjà eu là-dessus. Et je pense qu'ils savent... Ils ont l'empreinte que, à part le microcosme parisien et donc les fameux 15% qui regardent que les films en VO, tout le monde est attaché à cette VF. Et donc, quelque part, ils se disent aussi, OK, ça va être un investissement peut-être supplémentaire d'avoir recours à des grands comédiens. Mais derrière, ça va vendre plus de place au cinéma. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu sais que le doublage, c'est 700 millions de chiffre d'affaires en 2023. C'est quand même pas rien, quoi, pour une économie comme la France. Donc, tout ça partirait. Plus tout ce qui a été généré par nos voix, par notre travail, etc. Notamment aujourd'hui, il n'y a pas un week-end sans 1, 2, 3, 4 conventions partout en France qui fait vivre des villages, des villes, des associations, etc. C'est vrai que c'est très important. Tout ça en moins. J'étais à Japan Expo il n'y a pas longtemps. Le boss de Japan Expo me dit « Mais on n'aurait jamais fait ça si tu n'avais pas été là. » Toi, j'essaie beaucoup de me mettre sur... mais voilà, et j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est qu'effectivement, c'est les enfants de la VF, c'est les enfants du Club d'eau qui ont grandi avec nous, qui ont cru en nous et qui nous mettent en lumière aujourd'hui, etc. Et ça, c'est important aussi. C'est une vraie économie. Et c'est quelque chose de séculaire en plus. Ces enfants-là ne sont pas la première génération. Leurs parents avant eux étaient fans d'autres. Maintenant, j'ai les petits schtroumpfs comme le relais. Depuis peut-être pas le début du cinéma, mais il y a quelque chose qui est tellement ancien, tellement bien sûr. On le voit plus maintenant avec les réseaux sociaux. Et avec aussi les conventions et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un attachement tout particulier pour le doublage en France, quoi. Puis ça touche les familles. Si tu veux rassembler, le doublage, c'est quelque chose qui rassemble. Moi, en face de moi, de mes tables, quand je dédicace, j'ai maman,
papa, l'ado, la petite fille, le petit garçon et le schtroumpf. Voilà. Et ils ont tous les mêmes papillons dans les yeux. Et quand c'est le petit schtroumpf qui ose te demander parce que lui, il ose, après tu dis « Et papa ?» Et là, t'as papa qui fait « Moi aussi !» et qui se met à chialer. Tu vois. Et ça, c'est génial, tu vois. Et voilà, il y a la même émotion du petit au grand, de la maman à la jeune fille, etc. Et ça, je trouve ça... C'est un vrai partage. C'est magnifique. On a eu beaucoup de chance, en fait, de vivre ça, nous. Et j'espère qu'il y aura encore plein de générations qui vont nous suivre. J'espère aussi. J'ai une dernière question avant de passer à la dernière partie de l'émission. C'est récemment, Adeline Chetaille, la comédienne spécialisée aussi dans le doublage, a dit que pour elle, comment l'IA pourrait-il nous aider ? Elle disait, par exemple, si j'ai le nez bouché, l'IA peut me déboucher le nez, comme ça je peux lire mon truc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle, ou c'est quelque chose que vous pourriez accepter, par exemple? Déjà enregistré avec des rhumes, mais ça n'a dérangé personne. Enfin bon, voilà. Après, c'est des petits détails. Oui, tant que c'est un outil. Ce serait un gadget, mais enfin bon, ça fait aussi partie de l'humain, ça, d'avoir un petit, petit rhume. Voilà. C'est un outil là. Donc, et tas de films que j'ai fait avec des rhumes, et je pense que personne n'a trouvé à redire. En fait, je pense que l'IA pourrait vraiment servir au niveau des labiales, parce que c'est souvent un reproche qu'on a des pro-VO, c'est ça colle pas, on voit que c'est doublé, tout ça. Ça pourrait aider. On corrige les labiales avec de l'IA. Oui, mais ça, par exemple, ça c'est quelque chose que les acteurs américains n'ont pas voulu. Parce que ça touche à leur intégrité physique. Ah, d'accord, ok. Donc ils n'ont pas voulu ils n'ont pas accepté qu'on modifie leur lip-sync. On peut toucher vos voix, mais pas leurs lèvres, quoi. Ce qui est logique, en fait. Oui, non, mais ça modifie, c'est pas leurs lèvres, donc c'est pas leur jeu, en fait. C'est pas eux. C'est cher aussi. Oui, c'est vrai. De la même façon, t'appuies pas aux mêmes endroits. C'est sûr. Et leur voix, c'est logique qu'ils. Ah, mais moi, je suis pour autoriser rien. Gros sous, hein. Si Brad Pitt prend, je sais pas, moi, 3 millions de dollars en plus par film pour que ce soit, ça va peut-être leur coûter cher, quoi. Si en plus ils sont obligés de se retaper des comédiens en France pour rejouer parce que l'IA n'est pas capable de donner les intentions de jeu, ça risque de leur coûter extrêmement cher, quoi. Bien sûr. Écoutez, je pense qu'on peut passer à la dernière partie de l'émission qui sera un peu plus, on va dire, joyeuse et qui va célébrer le doublage, parce que j'ai intitulé ça une IA ne pourra jamais reproduire ça. Et on a chacun notre tour, Manon, Thomas et moi, on a choisi un extrait des redoublages qu'on a fait avec les comédiens qui sont passés chez nous, chez Voix Ouf, et on voulait en passer un et puis réagir dessus un petit peu. Et donc Manon, vas-y, tu peux nous présenter le tien et nous dire, et puis le lancer. Est-ce que je le lance ou est-ce que je laisse la surprise? Moi, non, je vais l'annoncer quand même, parce que je suis pas sûre qu'en régie ils sachent quel extrait va à qui. Moi, c'est un extrait c'est un extrait du génialissime Éric Herson-Macarel qui nous a redoublé du Spider-Man. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut regarder ce qu'a fait ce grand monsieur, s'il vous plaît? Le comité de direction assassiné? Vous avez tué ces hommes? Nous avons tué ces hommes. Nous? Tu ne te souviens pas de ce petit accident dans le laboratoire? La stimulation de performance? Bingo! Moi, ta plus grande création. Pour que tous tes désirs soient enfin à ta portée. Un pouvoir bien plus phénoménal que dans tes rêves, et tout cela ne fait que commencer. Un seul être au monde est de taille à nous vaincre. Mais imagine qu'il se joigne à nous. Il y a une seule chose à soulever, c'est qu'il fait deux personnages complètement différents. Il nous l'a fait en one shot. Il a pas du tout repris, il n'a pas bégayé. Il nous a fait les deux persos d'un coup. C'est un très grand comédien. Moi, je l'ai vu au dessin. Oui, mais moi aussi, je l'ai exceptionnel. Dans le porteur d'histoire. Et j'ai été bluffé. On lui a dit, on t'a fait deux pistes, tu peux faire l'un avant, l'autre après. Il a dit non, allez, je me lance, je fais les deux. C'est un super comédien, ce comédien puissant. C'est justement ça qui est. Voilà, ça prouve vraiment que. Tu vois, moi, il y a un truc qui m'agace un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a une mise en avant du doublage, et ce qui est très très bien, et grâce aux réseaux sociaux, il y a une communauté de fans de doublage qui est de plus en plus importante, mais il y a aussi des gens qui pensent que c'est facile. Ils peuvent être comédiens. Maintenant, on veut plus être comédien, on veut être comédien de doublage. On veut être doubleur, on veut être voix. C'est ça. Mais il faut savoir que toutes les voix qui ont bercé votre enfance, ce sont des comédiens. Mais oui. Des comédiens. Des vrais comédiens qui sont indifféremment, qui font du doublage, de la pub, des voix de narrateurs pour des documentaires, et qui jouent au théâtre, qui jouent à l'image.
voilà, ce sont des vrais comédiens qui sont capables de restituer des émotions, qui ont appris leur métier. Donc c'est ça qui m'agace un petit peu parce qu'on a l'impression que, en fait, n'importe qui peut le faire de chez lui, parce qu'il y a des tutos carrément sur YouTube. C'est pas du Il y a des chaînes YouTube qui sont consacrées au doublage avec des bandes rythmo refaites et tout ça. Et là, justement, là, on est dans le truc du droit d'auteur. C'est ça. Si c'est pour l'amusement personnel, ça reste ok, mais quand c'est publié, c'est vrai que ça peut poser question. C'est vrai que des fans qui font ça dans leur chambre et qui se disent tiens, mais j'arrive à lire en place, c'est super. C'est pas très compliqué de lire en place, il suffit d'un peu d'entraînement, mais il faut jouer, il faut avoir, tu vois, il faut mettre ses tripes sur la table. Et surtout quand il joue quelque chose qui a déjà été joué. Mais c'est ça. Alors que nous, quand on joue, en fait, il n'y a rien avant. Oui, bien souvent, ils imitent ce qu'ils ont entendu de la VF. Oui. Voilà, donc voilà. C'est pas parce qu'on fait du karaoké qu'on va être chanteur demain, quoi. C'est sympa pour des soirées entre amis, mais pour du divertissement, ça peut être cool. Mais après, ça va aussi avec la société, enfin, de toutes les émissions qu'on propose et devient une star en un jour. Oui, voilà. La Starac, où oui, c'est vrai. On donne l'impression aux gens que, en fait, ils peuvent s'identifier aux candidats parce que mais bien souvent, ce sont des professionnels d'ailleurs qui participent à ces émissions. Bien sûr. Et c'est un petit peu, la publicité mensongère, quoi. D'ailleurs, on est bien placé pour en parler parce qu'avec Manon et Thomas, on a essayé, un peu au doublage avec Monsieur Benoît Dupac. Très bien. Sur The Boys. Il a été bien gentil avec nous. Il a été gentil. Il nous a dit, vous êtes juste. Mais il faut bosser quand même. vous êtes juste, mais tout juste. C'est ça. C'est bien aussi d'essayer ça. Et, moi, plusieurs fois, il y a des gens qui sont venus assister sur mes plateaux, tu vois, parce que quand je dirige, je trouve que c'est bien qu'il y ait des jeunes comédiens qui arrivent ou autre, et du fauteuil, ils font « Ah ouais, mais il aurait dû faire... Lève-toi, viens le faire !» Il a fait « et c'est rigolo. Et même des réalisateurs avec qui je bosse, toi, et qui s'en prennent aux comédiens. Après, tu lui dis « Viens le faire !» Et il fait « Ah ouais, la vache !» C'est dur. C'est dur. Oui, parce que c'est figure imposée. Oui. C'est très précis, quoi. C'est très technique. Il faut être synchrone. Il faut vraiment être. Et puis, on est soumis à un jeu qui n'est pas le nôtre, quoi. Il faut rentrer dans le personnage. C'est ça qui est très personnage. Parce que. Et puis un jeu qui n'est pas celui, qui a déjà été produit, quoi. Donc il faut essayer de le faire avec sincérité, mais en respectant l'acteur original, quoi. Et on est bien placé aussi pour le comprendre parce que depuis plus de 3 ans qu'on fait cette émission, qu'on a invité plein de comédiens et de comédiennes et qu'on est à 10 cm d'eux quand ils jouent. C'est incroyable. Je peux vous dire que ça envoie. Ça envoie. Et nous, on est fascinés, on a les étoiles plein les yeux. On entend les murs qui vibrent et tout. C'est incroyable. C'est spectacle. C'est un métier. Est-ce que c'est pas l'occasion pour nous, Vincent, de rappeler, parce qu'on gère les réseaux sociaux de Voix Ouf aussi depuis presque 3 ans, que nous ne sommes pas directeurs artistiques, nous ne sommes pas adaptateurs, nous ne pouvons rien pour vous qui nous envoyez des messages privés en nous demandant de vous faire passer des castings. C'est super d'être motivé, mais on peut pas vous aider là-dessus. Nous, on ne fait qu'interviewer des gens pour lesquels on a beaucoup d'admiration, mais nous envoyez pas des messages pour nous dire j'ai une jolie voix, je peux faire du doublage, on ne pourra pas vous aider. Ça nous a poussé, d'ailleurs, je les renvoie souvent vers une émission qu'on a faite, Comment on devient comédien. Et après, peut-être que vous pourrez faire du doublage, mais d'abord, il faut être comédien. Donc c'est vraiment la base. Oui, puis pour faire des essais, c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire partie d'une famille. Il faut que les directeurs artistiques te connaissent, t'aient vu jouer, et puis aient envie de te confier un rôle. Ça se passe pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas des castings ouverts. Il y a beaucoup d'écoles de doublage, d'ailleurs, de plus en plus. Oui. Et il y en a qui acceptent un peu tout et n'importe qui. Et n'importe quoi pour des sous, pour des sous. Et méfiez-vous de ces écoles qui font croire à des gens qui ne sont pas comédiens que on leur ment en fait. Ils feront jamais de doublage s'ils ne sont pas comédiens au départ, s'ils n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient jouer, qu'ils pouvaient tenir un rôle sur scène ou voilà. Mais donc c'est du mensonge. Alors, on a encore 2 petits extraits à passer avant de finir l'émission. On va passer l'extrait de Thomas. Tu peux nous en parler vite fait puis j'ai hésité beaucoup entre 2. Il y avait Adrien Antoine sur 21 Jump Street que j'avais trouvé extraordinaire. Et je voulais mettre les 2 en fait, mais ils en ont gardé qu'un. Et ce sera notre ami Boris Rélinger qui est venu nous voir il y a à peu près 6-7 mois, je crois. Et il nous a fait ça. et c'était extraordinaire. À nous deux, l'ogre, grand mauvais vengeur. Je suis le chat. Poté. Je vais le rentrer dans sa gouttière.
Boulet des poils. Et en plus, il est dégueu. À ton avis, Lan, qu'est-ce qu'on en fait? Avec l'épée, on a ce qu'il faut pour le châtrer sur place. À la barbare, on va lui faire... Oh, Madrelon, por favor, pitié, je vous en conjure, je n'ai rien contre vous, Seigneur. Je faisais ça pour ma famille. Ma maman, elle est malade et mon papa, il dévalise les poubelles. Le roi m'a promis des sacs d'or, j'ai une portée des frères et des... Wow. C'est le père de Fiona qui t'a payé pour nous faire ce cirque? Le roi del Perle? Si. C'est génial, non? En plus, en le mettant, on se disait, bon, peut-être que, parce que des fois, il y a des extraits un peu compliqués à refaire comme ça, direct. Ouais. On a quand même du mal à imaginer que l'IA soit capable de rendre... Bah c'est ce que... T'as vu les nuances qu'il a fait. Un travail aussi nuancé aussi, et puis aussi inventif. Quoi. Les ruptures et tout ça. C'est de la création. Ça doit être du doublage, quelque chose qui a déjà été joué, mais c'est de la création. Il s'amuse. Une IA va pas s'amuser. Surtout du dessin animé, d'ailleurs. Et surtout, il nous a dit que la version finale du doublage, qu'on a tous connu, c'est la VO qui crache comme ça, et parce que lui, il se sentait pas en mesure de le faire au moment du doublage. Et là, il a dit bon, bah, je le tente. Et en fait, on lui a dit mais pourquoi c'est pas toi sur mais comment ça tu n'es pas capable? Mais bien sûr que si. Et ouais, c'est fou. C'est dingue. Il est dingue. Ouais. Et on va terminer en beauté sur un extrait que j'ai choisi, et c'est un petit medley de quelqu'un qu'on connaît bien et que j'adore. Je lui donne tout mon amour aujourd'hui parce que je l'adore, et il est présent. C'est toi, Emmanuel. Ah, je suis venu. En plus, j'ai appris que vous m'aviez gratifié d'un Edgar. Oui, Edgar Givry. Exactement. Alors voilà, je suis le meilleur acteur pour voix ouf. Une petite cérémonie de récompense. À l'époque des Césars et des doublages et des Oscars, des Césars et des Oscars, on lance toujours cette petite cérémonie sur les réseaux. J'étais très flatté, d'autant que j'étais en concurrence avec Boris Relinger d'ailleurs. Exactement. C'est vrai que j'étais un peu meilleur qu'eux, mais il faut quand même reconnaître la qualité de leur travail. C'est moi qui ai eu les résultats, et je ne dirais pas. Tu t'es battu longuement avec un autre comédien de la sélection, mais il y avait presque. Ça se passait devant, et puis ça revenait. Je rappelle que c'est le public qui a voté, donc. C'est le public qui a voté. On a été presque 1000 votants, voilà, qui t'ont élu. Donc un bon panel. On peut voter 1000 fois pour une personne, mais pas 1000 personnes. Pour 1000 personnes une fois. Voilà. Donc on s'écoute ce petit medley d'Emmanuel. Splendide! On reste zen! Et minute papillon, si j'ai plus d'épouse, je redeviens célibataire, hein? Oh, et tu n'imagines pas ce que ça va apporter à ta vie sexuelle? Oui, ça va peut-être la freiner un petit peu au début, mais une fois que je me serai habitué à l'excédent de poids, je devrais retrouver mes marques. Je vais ouvrir ma propre pizzeria! Je parie que tu t'y attendais pas, celle-là. Oh, le paysan à l'auberge. Il est parti sans payer. Ce royaume m'appartient. Si je ne le défends pas, qui le fera? Vous voulez savoir comment rendre ce pays meilleur? C'est simple. 2 mots. Impose ton style. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Alors tu peux pas t'imaginer le cadeau que tu m'as fait et que tu as fait au public aussi, parce que moi j'ai grandi avec tous ces rôles-là, et de faire cette émission maintenant, en fait c'est un peu, je vous rends un peu du rêve que vous m'avez donné, tous les comédiens et les comédiennes, parce que ça m'a donné envie de faire ce métier aussi. Et ça m'a donné envie de vous mettre en avant. C'est pour ça qu'on fait cette émission. C'est pour ça qu'on. Là, ça fait un peu schizophrène. Là. Ouais, c'est ça. Tous les extraits, on passe d'un personnage totalement. Plus que Éric Arson-Macarel, c'est drôle. On est tous schizophrènes, de toute façon. Je suis très flatté. Merci beaucoup. On n'a pas de petite statuette à te remettre, mais on y travaille. Peut-être bientôt, on y travaille. Je peux en faire une. Je serai présent à la remise des extraits. Merveilleux. En tout cas, merci beaucoup Brigitte, Emmanuel. Merci à vous. C'est un sujet qui nous tient à cœur en ce moment, et c'est bien d'en parler. De mettre en avant
En tout cas, le combat... Montrer que c'est un vrai danger, quoi. Tout à fait. Le combat continue, en tout cas. Merci, Jonathan, pour tes éclairages juridiques très pointus. Merci beaucoup. Merci, maître. Merci, maître. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Thomas et Manon. Merci. Pour votre éclairage. Je remercie aussi toute l'équipe, toute la régie, Léo, Timothée, Hugo, Charles, Marine, Sacha, Arthur, et toute la team en régie, et toute la rédaction d'Allociné qui nous soutient depuis toutes ces années et qui supporte nos discussions sur le doublage. Tout le temps, on est à la cantine. Je fais un coucou à Marine qui ne jure que par la VO, mais qui nous soutient quand même. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Continuez de nous suivre sur Voix Ouf, et c'est très important. Partagez, likez, commentez l'émission. Et on vous dit à très bientôt. Salut. Salut. Salut.